tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai fini d'écouter un roman audio, j'en ai lu j'en ai écouté un en entier et j'ai lu 2 romans, un en numérique, un en papier. Excusez-moi, j'ai bugué. Voilà, vu les températures actuelles, le petit thé chaud est de retour. Ah oui, et je vais aussi vous montrer une petite réception que j'ai faite cette semaine. Et je vais vous parler un petit peu des coulisses. En ce qui concerne les services presse. Maintenant, place au point lecture. Donc, j'ai fini d'écouter le tome 6 des Rois Maudits, le lys et le lion. Ou le lion et le lys. Non, c'est le lys et le lion. Je vous mettrai la petite vignette ici. On est donc au tome 6, donc l'avant-dernier tome de la saga des Rois Maudits de Maurice Druon. Comme vous le savez, j'ai adoré mon écoute. Là, on est vraiment dans les derniers instants, dans les derniers moments de cette saga. J'ai beaucoup aimé ce tome, vraiment. Je me demande si c'est pas un de mes préférés de la saga, parce qu'on retrouve 2 personnages emblématiques que l'on suit vraiment depuis le début de cette saga. Et on va suivre leur affrontement ultime à ces 2 personnages. Autant vous dire que c'était des personnages extrêmement forts, extrêmement puissants, extrêmement charismatiques de cette saga. Et là, on va vraiment assister à leurs derniers affrontements. J'ai trouvé ça absolument passionnant. La voix de Jérémy Covillo, elle porte vraiment tous ces personnages. On sent à ces changements d'intonation qui parle, qui est le personnage qui est en train de parler. Et c'est malheureusement ce tome où on va dire adieu à ces 2 personnages emblématiques. J'ai beaucoup aimé le clin d'œil de l'auteur à la disparition de l'un d'entre eux. Voilà, c'est comme quoi, hein, nous aussi, comme nous, lecteurs, on s'attache aux personnages que l'on suit. Les auteurs, de la même façon, s'attachent aussi à leurs personnages et j'ai beaucoup aimé le petit clin d'œil que Maurice Druon a fait en fin de tome. On sent hein, quand même qu'on arrive sur la fin de la saga. Voilà, l'histoire de France, arrive quand même à un tournant de son histoire et ça laisse quand même augurer un tome 7 qui, j'espère, clôturera de manière grandiose cette saga qui sera l'un des moments marquants de ma vie de lectrice de 2024. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est de découvrir, si ce n'est pas déjà fait, la saga des Rois Maudits. Ensuite, toujours à l'audio, grâce à la plateforme NetGalley, j'ai écouté un service presse numérique. Il s'agit de Cœur d'amande de Yasmina Khadra, dont je vous mettrai la petite vignette ici. Dans ce roman, on n'est ni en Afghanistan, ni à Kaboul, ni dans d'autres pays lointains. On est à Paris, dans le quartier de Montmartre, où on va suivre Nestor. Nestor, qui est un jeune homme, somme toute, extrêmement plein de vie, extrêmement plein de bienveillance, de sollicitude et tout ce que vous voulez. Sauf que, Nestor, il a une infirmité qui, par certains côtés, le dessert énormément. C'est à cause de cela aussi qu'il a été abandonné par sa mère, enfin par ses parents, hein, tout ça, pas par sa mère, mais aussi par son père. Et du coup, c'est sa mamie qui l'a élevé. Et du coup, il vit dans un petit appartement avec sa grand-mère au sein du quartier de Montmartre. Tout le monde le connaît dans ce quartier.
Tout le monde reconnaît sa bienveillance, sa gentillesse, et il est affublé d'un surnom, d'une pâtisserie extrêmement fondante, extrêmement douce, et la traduction littérale, c'est cœur d'amande. Donc tout le monde l'appelle cœur d'amande. Et voilà, on va suivre cette vie, on va suivre la vie de Nestor et aussi la vie de tous les personnages secondaires qui gravitent autour de Nestor sur les difficultés qu'ont certaines personnes de s'intégrer dans la société, tous ces laissés pour compte, tous ces marginaux qui ne rentrent pas dans les cases de notre société actuelle. Yasmina Khadra va aborder des thèmes très difficiles, la maladie, le handicap, la perte d'autonomie, les discriminations. Bref, il a construit vraiment ce roman autour de la personnalité de Nestor. Nestor qui est un Candide du 21e siècle. De prime abord, il ne voit le mal nulle part. Quand la vie lui donne des coups dans la gueule, il se relève. Il se voit pas infirme. Quand il s'imagine, lui, quand il ferme les yeux, il se voit grand, il se voit fort, il se voit puissant, il se voit conquérant. Il croque vraiment la vie à pleines dents. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je me suis vraiment beaucoup attachée à Nestor. Et certains passages du roman sont extrêmement bouleversants, extrêmement émouvants, notamment les passages avec sa mamie. Il va leur arriver à tous les deux un événement qui va vraiment bouleverser complètement leur quotidien et leur vie à tous les deux. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce qui se passe. C'est très prenant, c'est un roman qui prend aux tripes, mais malgré tout c'est un roman qui est vraiment plein d'espoir, plein de bonnes ondes, plein de bienveillance, plein d'amour vers cette humanité qui des fois est dégueulasse envers ses composantes, quelles qu'elles soient. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. C'est vraiment je ne veux pas dire que c'est un petit coup de cœur, mais c'est une bouffée d'air frais dans ce quotidien un peu morose, violent, morne, cacaboudin. Voilà, on va dire ça comme ça. Un peu comme la météo en ce moment. Là, aujourd'hui, il fait un temps absolument dégueu. Il fait gris, il fait moche, il pleut. Bref, la météo n'est pas à la fête. Et voilà, ce petit roman apporte un petit peu de lumière dans notre quotidien, un petit peu sombre et morose. Alors, ensuite j'ai lu Les Beaux Mensonges de Céline de Rohany, publié aux éditions Presse de la Cité. C'est un roman que la maison d'édition m'avait envoyé sans que je le sollicite. Donc, ça a été quand même une très très bonne surprise, hein, ceci dit. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ceci est la première enquête de Céleste Ibard. Céleste Ibard, c'est une flic. Elle était flic à la brigade à la BRI. Je ne sais plus le brigade de répression des infractions, un truc comme ça. Et on sait dès le début du roman qu'elle a subi une agression extrêmement violente, extrêmement dévastatrice, dont elle garde encore les séquelles physiques. Et elle a été mutée, elle a été mutée à la police judiciaire de Nantes, où elle a été nommée capitaine. À peine arrivée, on lui confie une affaire qui, de prime abord, semble assez simple. Elle est appelée sur les lieux d'un potentiel suicide. Le problème, c'est que Céleste, elle détecte assez vite que les circonstances de ce pseudo-suicide sont un petit peu nébuleuses. Et de là à franchir le pas vers un meurtre camouflé en suicide,
Voilà, il n'y a qu'un pas que Céleste franchit allègrement aux grandes dames de son supérieur hiérarchique, qui, il faut bien le dire, est un machiste absolument... Voilà, je pense qu'il fait partie du top 10 des machistes, ce bonhomme, alors que sa nièce est substitute du procureur, et qu'il adore sa nièce. Et il a des propos quand même, somme toute, assez désobligeants vis-à-vis de Céleste au début du roman. Je dis, bon, encore un parfait connard. Mais bon, mon opinion a changé vis-à-vis à son encontre au fur et à mesure du récit. Et donc Céleste va enquêter sur cette mort, somme toute, un peu bizarre. Alors, elle enquête quand même sur sa victime et tous les témoignages sont unanimes. Cette femme était une sainte, elle était très riche, il est vrai, mais elle donnait énormément de son temps et de son argent aux bonnes œuvres. Elle a participé à un programme visant à mettre à l'abri les SDF. Elle a racheté une maison, elle l'a remis en état pour que les SDF aient un toit pour pouvoir dormir la nuit. Elle servait elle-même à la soupe populaire. Enfin, bref, que des témoignages dithyrambiques. Sauf que l'examen médico-légal fait apparaître un certain nombre de faits qui vont complètement à l'encontre de l'image d'une vie parfaitement rangée de cette femme. Et c'est ce qui va pousser Céleste à creuser un petit peu et à découvrir que cette pseudo-façade de sainteté n'était vraiment qu'une façade. Et on va plonger dans l'ignominie. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est un roman qui traite de la violence faite aux femmes, de la violence, que ce soit physique ou que ce soit psychologique. C'est vraiment de la violence avec un grand V au sens général du terme et dont les victimes sont les femmes. On le voit bien même dans le personnage principal de Céleste. Céleste qui a elle-même été victime d'une agression, d'une violence inouïe. Au début, on sait qu'elle a vécu quelque chose d'assez traumatisant. Et on a des petits flashbacks au fur et à mesure du roman qui nous fait comprendre qu'elle avait vraiment vécu un enfer et qu'elle a énormément de mal à se reconstruire à la fois physiquement et à la fois psychologiquement. Et cette affaire va vraiment l'aider à reprendre un petit peu pied dans la réalité. Il y a certaines choses que j'ai vues quand même, que j'ai vu arriver dans ce roman qui étaient vraiment derrière tout ça. Par contre, il y a quand même certaines choses qui m'ont assez surprise. Et là, je dis bravo à Céline de Rohany. Les chapitres sont très courts, c'est extrêmement addictif. Elle prend le temps de construire le personnage de Céleste. Un personnage qui peut sembler extrêmement froid, extrêmement distant au début, mais on voit quand même qu'elle est profondément humaine. Elle reste profondément humaine malgré tout ce qu'elle a vécu par le passé. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Je pense que c'est un personnage que je vais aimer suivre. L'évolution dans les prochains romans. Je crois que j'ai son deuxième dans ma palle, je crois que je l'ai dans ma liseuse. Et j'avais demandé le dernier à la maison d'édition qui ont eu la gentillesse de bien vouloir me l'envoyer. Donc vous verrez encore très prochainement d'autres romans de Céline de Rohany sur cette chaîne, parce que franchement j'ai découvert une autrice extrêmement pleine de promesses. Alors, il y a quelques petites choses qui m'ont pas gênée, mais un peu laissée sur ma faim, parce qu'il y a des choses qu'on aborde dans ce roman, mais qu'on ne voit pas l'aboutissement. Alors, est-ce qu'on verra la suite dans d'autres romans, dans les autres romans ou pas? Je ne sais pas, je vous dirai ça assez prochainement, quand je lirai donc la suite. Ensuite...
Je vais boire un petit coup. Excusez-moi, hop, parce que j'ai soif. J'ai donc lu L'île de Bornholm de Catherine Engberg, publié aux éditions Fleuve Noir. De cette autrice, j'avais lu le tout premier roman, L'Enfant Étoile, que j'avais bien aimé. Ça n'avait pas été un coup de cœur, j'avais bien aimé, mais bon, sans plus. Et donc du coup, quand elle a publié deux autres romans que je n'ai pas lus, mais celui-ci, voilà, le résumé m'intéressait grandement. Le roman commence par la découverte d'une valise. Et dans cette valise se trouve le demi-cadavre d'un homme qui a été tassé, si on peut dire, dans cette valise. Il s'avère que cet homme a été découpé en deux, dans le sens de la longueur. Le prologue nous immerge complètement dans la mort de cet homme. Comme prologue, comme scène d'ouverture, c'est bien marquant. Et donc, l'affaire est confiée à Annette, à une inspectrice qui s'appelle Annette, dont le coéquipier est on va dire, en congé sabbatique, suite à une peine de cœur. Il a décidé de prendre un congé assez long. Et du coup, il est parti sur l'île de Bornholm, où il travaille en tant que bûcheron. Alors voilà, passer de flic à bûcheron, il n'y a qu'un pas, et Jep l'a passé. Voilà, l'a franchi allègrement. Et donc, Annette ignore totalement qui est l'identité de la victime, étant donné qu'il n'y a qu'une moitié de corps. Et elle commence à faire son travail d'enquête, et il s'avère que les premiers éléments de l'enquête montrent que la valise a été achetée il y a de nombreuses années sur l'île de Bornholm. Parallèlement à ça, on suit Jep, qui est donc sur l'île de Bornholm, et il y a amené une amie qui s'appelle Esther, qui va habiter dans la maison d'une anthropologue assez célèbre qui est décédée récemment et dont elle va faire la biographie. Ses enfants ont accepté, enfin sa fille a accepté qu'elle vive dans la maison pour pouvoir consulter les documents personnels de sa mère afin de pouvoir faire une biographie la plus juste possible. Et donc on va suivre tous ces personnages. Esther va lire la correspondance de Marguerite et elle va apprendre à connaître cette femme qui s'est installée sur l'île de Bornholm il y a plusieurs années pour élever ses enfants dans le calme et la tranquillité. Sauf que, sur cette île, la tranquillité n'est que façade et on va l'apprendre dans la correspondance de cette femme. L'enquête, alors c'est scandinave, hein, donc c'est assez lent, c'est très très lent. On cherche qui est la victime de cette... qui est la victime qui a été découpée et enfermée dans cette valise. Les constatations médico-légales font avancer très peu les choses et c'est plutôt un travail, vraiment le travail d'enquête, de témoignage, d'épluchage de vidéosurveillance qui vont faire avancer l'enquête plus qu'autre chose. Et voilà, donc ça c'est quand même assez captivant, même si on met vraiment beaucoup de temps avant de découvrir l'identité de la victime et le comment du pourquoi. On arrive vraiment dans le dernier tiers où on a vraiment toute la résolution de l'affaire. Néanmoins, c'est extrêmement addictif. J'ai aimé ma lecture, j'avais beaucoup de plaisir à y retourner. Parce que je sais pas, il y avait un petit quelque chose qui me poussait à y revenir, même si l'intrigue, l'enquête était
était assez lente. J'avoue que je me suis fait avoir par la fin, parce que je pensais avoir deviné qui était la victime. Et ben, je me suis fait avoir. En fait, non, c'était pas du tout cette personne. En fait, c'était pas du tout cette personne-là. Là, pour le coup, l'autrice, elle nous a bien eu. Le mobile arrive, on nous l'explique. Au fur et à mesure du récit, on arrive à comprendre ce qui s'est un petit peu passé, quel est le lien qui peut y avoir entre ce meurtre et le mobile de ce meurtre. J'ai trouvé ça très intéressant, c'était quand même assez subtilement amené. Par contre, il y a une révélation à la toute fin du roman. Quand je l'ai lu, j'ai fait « ouais, et alors ?» Qu'est-ce que ça apporte à l'intrigue? Qu'est-ce que ça apporte à la résolution de l'enquête? Rien. Ça n'apporte absolument rien. C'est une révélation pour une révélation. Et franchement, ça m'a laissé complètement froide. Parce que j'ai trouvé que ça n'avait pas d'intérêt à l'enquête. C'est vraiment faire une révélation pour faire une révélation. Voilà, c'est peut-être la seule petite chose qui m'a un petit peu gênée dans ce roman. Néanmoins, j'ai passé quand même un bon moment. C'est un bon roman policier à lire sous un plaid avec un bon chocolat chaud un dimanche après-midi quand il fait dégueulasse. Voilà. Ou même un autre jour de la semaine, même quand il fait dégueulasse également. Voilà, j'ai bien aimé. Alors après, est-ce que je lirai les deux autres romans de l'autrice que je n'ai pas lus? Je ne sais pas, peut-être à l'occasion si je les trouve. Mais voilà, je vais pas me jeter dessus tout de suite. Je les lirai probablement à l'occasion. Sinon, en termes de réception, j'ai reçu de la part de l'agence Gilles Paris La légende de Molly Johnson de Léa Purcell aux éditions Synchronique. Il s'agit... alors attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je n'y vois rien. On est dans le bush australien. Molly Johnson, une femme enceinte solitaire et farouche, lutte pour élever ses 4 enfants et gérer le quotidien en l'absence de son mari. Une nuit arrive Yadaka, un aborigène gardien d'histoire recherché par les autorités. Dans cette nation prise entre deux mondes, Yadaka comme Molly savent que la justice peut être aussi intransigeante et brutale que le territoire est escarpé. En plein cœur de cet environnement hostile, Molly est prête à tout pour protéger ses enfants. Dans ce western australien terrible et sublime, Léa Purcell nous conte une histoire bouleversante qui explore les questions de race, de sexe, de violence et d'héritage, tout en renversant radicalement les mythes du récit colonisateur traditionnel. Bon, voilà, on est dans le bush australien, c'est l'histoire d'une femme seule et d'un aborigène qui vient chercher refuge dans son ranch. J'ai trouvé le synopsis intéressant, donc j'ai accepté de recevoir ce service presse. J'aime beaucoup la couverture, très, très colorée. Donc, je vous en parlerai assez prochainement. Et je voulais d'ailleurs rebondir sur les services presse, faire un petit aparté sur les services presse. Je vous disais assez récemment que j'ai eu des petits soucis avec, enfin des petits revers avec certaines maisons d'édition, en particulier l'une d'entre elles qui m'envoyait assez régulièrement depuis 2 ans le catalogue de parution où je cochais ce qui m'intéressait et que je recevais. Et depuis quelques mois, je ne le recevais plus. Donc, j'ai posé la question à mon contact dans cette maison d'édition. Et on m'a répondu qu'en fait, je n'étais pas assez influente pour recevoir les services presse papier. Que je pouvais éventuellement demander des services presse numériques, ça, il n'y avait pas de souci, mais que les services presse papier étaient réservés aux comptes les plus influents. Donc, bon, ça fait pas plaisir, sur le coup, ça fait pas plaisir de me faire entendre dire que je n'étais pas influente. Bon, ça m'empêchera pas de continuer à lire les parutions de cette maison d'édition que j'aime par ailleurs beaucoup. Je ne suis plus en partenariat avec eux.
Mais au moins, ils ont eu l'honnêteté de me dire les choses. Ensuite, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, on va pas rester sur un échec. Et comme voilà, la fin d'année, c'est le renouvellement des partenariats entre maisons d'édition et blogueurs, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai envoyé un mail de demande de partenariat à 12 ou 13 maisons d'édition, je crois. Il y a 3 semaines, un mois de ça. Et comment vous dire que ça a été un échec particulièrement cuisant, étant donné que sur toutes ces demandes, je n'ai reçu qu'une seule réponse, négative bien sûr, comme quoi voilà, l'envoi des services presse était réservé qu'aux partenaires qui étaient sélectionnés parmi un club de lecture et que les candidatures étaient ouvertes en début d'année, je crois. Donc voilà, sinon, je n'ai reçu absolument aucune réponse des autres maisons d'édition que j'ai sollicitées. Même pas un voilà, on ne répondra pas à votre demande, vous ne nous intéressez pas. Voilà. J'ai absolument eu aucune réponse, le néant total. Voilà. Donc voilà. Comment vous dire que ça fait quand même 14 ans que je tiens mon blog, que j'écris des chroniques sur toutes mes lectures, 14 ans de chroniques que personne ne lit, faut bien le dire. Ça fait 4 ans maintenant, bientôt 5, que j'ai ma chaîne YouTube, 4 ans, bientôt 5, que j'ai mon compte Instagram. Et j'ai lu un post très intéressant sur Instagram, dont je ne sais plus. Je crois que c'est la bibliothèque d'Émilie ou la librairie d'Émilie qui expliquait comment les services presse étaient envoyés, comment étaient sélectionnés les blogueurs et Instagrammeurs dans l'envoi des services presse. Alors certaines maisons d'édition placent le curseur sur un certain nombre d'abonnés. Certains placent le curseur sur 1000 abonnés. Certains placent le curseur sur 2000 ou 3000. Alors autant vous dire que moi, avec ma petite chaîne YouTube de 1100 abonnés, j'arrive à peine à me hisser sur une petite marche de podium, sur la 3e marche du podium. Et sur le compte Instagram, je n'existe pour ainsi dire pas du tout pour les maisons d'édition, étant donné que j'ai à peine 700 abonnés. Donc voilà. Est-ce que les chroniques écrites intéressent encore les maisons d'édition? Je ne suis pas convaincue. Donc autant vous le dire, je ne suis pas influenceuse littéraire. Voilà, je ne pèse absolument pas du tout dans le game. Je suis pour ainsi dire complètement insignifiante pour les maisons d'édition. Faire des chroniques, présenter des bouquins, parler de livres avec passion, être passionné ne suffit pas. Il faut avoir des abonnés, il faut avoir de l'interaction, il faut avoir des likes, il faut avoir beaucoup de commentaires sous ces posts, sous les vidéos, il faut avoir beaucoup d'interactions. Chose que je n'ai pas beaucoup. Hein. Sur mes posts, je dois avoir 2-3 commentaires sur Instagram. Sur YouTube, j'ai quand même oui, une dizaine de commentaires sous chaque vidéo. Je remercie d'ailleurs tous les fidèles, toutes les semaines, qui postent des commentaires. C'est toujours les mêmes. Je les remercie. Il y en a certains qui osent franchir le pas des fois des commentaires. Je les remercie encore infiniment de franchir le pas de la timidité, de laisser un petit... Je remercie encore une fois les 3 personnes, les trois mousquetaires du partage sur Instagram qui partagent toutes les semaines le lien vers ma vidéo. Je remercie donc Jérôme du compte GG Booking, Cathy du compte Cathy Booking et ma meilleure amie, ma super copine, ma copine préférée, Cécile du compte C'est si bon de lire. Merci à vous 3 de prendre le temps de partager les vidéos. Et surtout, si vous voulez partager les posts ou la vidéo de la semaine, n'oubliez pas de me taguer afin que je puisse repartager votre partage en story. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez, si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à venir discuter avec moi de tout et de n'importe quoi sous la vidéo. Vous savez que j'adore discuter avec vous. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!